Voilà, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. 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 Partagez le direct. Partagez le direct massivement. Partagez massivement le direct. On va se laisser en même temps. Partagez le direct, on va se laisser en même temps. Voilà, on va pas trop durer. On va faire une vidéo vite fait. On va faire une vidéo vite fait. C'est très important. Donc, partagez le direct dans les groupes et sur vos murs. Partagez le direct dans les groupes et sur vos murs. Invitez vos amis. On va parler parce que c'est très important de repartir encore. Hein? On va repartir dans le passé et décortiquer les choses. Parce que beaucoup de choses échappent toujours les Ivoiriens. Nous, Ivoiriens que nous sommes, beaucoup de choses nous échappent toujours. Et donc, c'est très important de rétablir les faits de ce qui s'est passé réellement. C'est très important. Alors, donc, on va passer à l'attaque. Il est quelle heure? Il est 20 h. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien. Docteur Modon, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, Dezo, la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la Côte d'Ivoire. Pourquoi Philippe Mangou, ancien chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire, n'a pas trahi Laurent Gbagbo? Voici la question. Je dis pourquoi Philippe Mangou, le général Philippe Mangou, ancien général de l'armée de Côte d'Ivoire, pourquoi il n'a pas trahi Laurent Gbagbo? Et pourquoi les gens pensent qu'il a trahi Laurent Gbagbo? Voici les questions fondamentales qu'on se pose. Et pour passer, mes condoléances au nouveau parti politique, le PPACI qui vient de perdre un jeune brillant, Youan Angenor, Youan Bi-Angenor. Il est mort suite à un accident. Il partait enterrer sa soeur, sa petite soeur qui est décédée. Donc il partait à l'enterrement. Il partait au funérailles de sa petite soeur et malheureusement en cours de route, il a fait un accident. Ils l'ont envoyé à l'hôpital de Boisflé. Malheureusement, il ne s'est pas en sorti. Il est mort. Et donc, Youan Bi-Angenor, voilà, qui était ancien membre du COGEP et maintenant qui ne l'est plus, mais qui était maintenant un militant du PPACI. Voilà, il vient de nous quitter. Donc, mes condoléances au PPACI, mes condoléances à toute la famille de Ange, hein? De truc Youan Ange Bi, truc Youan Angenor Bi, voilà. Donc mes condoléances à toute sa famille politique et à sa famille biologique, c'est très important. Alors donc on quitte ce côté-là, on va maintenant dans la politique. Vous savez, la vérité est bonne à dire. Avec moi, il n'y a pas histoire de dire non, Guégué, il faut caresser le chat dans le sens des poils, ou bien, voilà, l'opposition, c'est pas trop ça. Vous savez, nous, les ressortissants de l'Ouest, on a la grande gueule, mais on ne va pas au bout de nos idées. C'est ça le vrai problème. Remarquez, hein, peuple ivoirien, je dis bien, les ressortissants de la Côte d'Ivoire qui sont de l'Ouest du pays, ils parlent beaucoup, mais ils ne posent pas les actes. C'est ça le problème. Donc, ce sont des faiblards. Par contre, les ressortissants du Nord, ils parlent beaucoup, mais après avoir fini de parler, leurs parler sont accompagnés des actes. Ça nous diffère. Maintenant, les ressortissants du Sud, c'est déjà, ils ne parlent pas beaucoup, mais ce sont des révolutionnaires. C'est des gens courageux. C'est des gens, lorsque
tu mets la confrontation en face d'eux, ils répondent avec la confrontation. Ils ne reculent jamais. Les gens du centre, ce sont des peureux. Est-ce que vous m'attendez? C'est ce que je vous dis. Les gens du centre, ils sont rusés, ils sont malins, mais ils sont peureux. Je fais allusion aux Baoulés, aux Agnis. C'est des gens, ils sont très rusés, mais c'est des gens aussi, ils sont peureux. Quand je parle des gens du sud, je fais allusion aux Hébrieux. Le peuple hébreu est un peuple courageux qui ne recule pas. C'est un peuple révolutionnaire. C'est très important. Quand je parle des gens de l'Ouest, les Bétés, les Didais et tout, ils ont la grande gueule. Mais lorsque c'est chaud, ils ne vont pas jusqu'au bout. Donc, ce sont des gens qui trahissent. Il y a parmi eux des traîtres. Quand on parle de la traîtrise, en Côte d'Ivoire, ça vient de l'Ouest. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Les gens du Sud, ils ne trahissent pas comme ça. Les gens du Sud, ils ne trahissent pas comme ça. Mais par contre, les gens de l'Ouest, il y a beaucoup de traites. Et moi qui vous parle, je suis de l'Ouest. Et donc, après avoir fini de parler ainsi, je vous dis, Mangou Philippe n'a pas trahi Laurent Gbagbo. Mangou Philippe, là, il n'a pas trahi Laurent Gbagbo. Mettez les commentaires, je vais voir les commentaires et donnez-moi mes étoiles, hein, quittez ici. Vous savez, ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a nommé Mangou Philippe chef d'état-major. Non, 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 non. Parce que beaucoup d'Ivoiriens se trompent. D'autres vont dire, mais Guégué, tu es fou. Oui. Laurent Gbagbo n'a jamais nommé Mangou Philippe chef d'état-major de l'armée du Côte d'Ivoire. Même si le père de Mangou Philippe était un homme de Dieu et qu'il était l'ami fidèle à Laurent Gbagbo, ce père de Mangou Philippe, il était PDCI, RDA. Il n'a jamais été FPI. Mais cela n'empêchait pas qu'il soit l'ami à Laurent Gbagbo. C'est très important. Et donc, Mangou Philippe, lui-même, il était PDCI, RDA. Mangou Philippe était PDCI, RDA à la base, avant de devenir chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Parce que être chef d'état-major, bon, c'est un fonctionnaire d'État. Est-ce que vous comprenez? Chaque militaire est un fonctionnaire. Chaque militaire est un fonctionnaire. Et un fonctionnaire travaille pour l'État. Travaille pour la République. C'est très important. Comment est-ce que Philippe Mangou est devenu chef d'état-major de l'armée? Avant Philippe Mangou, c'était Mathias Doué qui était le chef d'état-major de l'armée. Est-ce que vous m'écoutez? Le général Mathias Doué était le chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Mais sous son règne, il y avait des coups d'état. À chaque fois, il y avait des rebelles qui attaquaient la Côte d'Ivoire, et précisément la capitale. Mais ces rebelles n'avaient jamais été appréhendés sous le règne de Mathias Doué. En 2001, il y a eu tentative de coup d'état. Doué Mathias n'a jamais appréhendé ces voyous. En dehors de ça, il y avait quelques coups d'état, tentatives de coup d'état qui se passaient à Abidjan. Aucun rebelle n'avait jamais été appréhendé. C'est sous le règne de Mathias Doué, Boga Émile Doudou a été assassiné. Ministre de l'Intérieur. Mais quelles sont ces légèretés? Première attaque, la mort du ministre de l'Intérieur. Mais un ministre de l'Intérieur, il doit être sécurisé. Il doit être sécurisé. Et donc, qui avait fait à ce que Émile Boga Doudou meure? Voici le vrai problème. Donc, Mathias Doué, il vient d'où? Mais il vient de l'Ouest. Atia. Il vient de l'Ouest. Donc, les gens de l'Ouest, ils parlent beaucoup. Mais ils n'ont pas le cran pour affronter lorsque c'est chaud. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Laurent Gbagbo étant en Italie, la Côte d'Ivoire a été attaquée. Écoutez-moi très bien, vous allez comprendre comment est-ce que Philippe Mangou a été nommé chef d'état-major de l'armée. Parce que des gens pensent que, comme son père était ami à Laurent Gbagbo, c'est en ce sens que Philippe Mangou a eu sa place pour devenir chef d'état-major. Non, 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 détrompez-vous.
Donc, Laurent Gbagbo étant parti en visite en Italie, le pays est attaqué derrière lui. Toujours, Mathias Doué était là. C'est-à-dire, c'est sous le règne de Mathias Doué, Mathias, que ces coups-là se passaient. En 2001, c'est-à-dire les mois qui ont suivi, jusqu'à ce que 2002 arrive, les coups se succédaient. Mais Mathias Doué n'a jamais rien fait pour empêcher ces petits coups-là, jusqu'à ce que le grand coup d'État arrive en 2002. Donc, Laurent Gbagbo n'étant pas là, il avait un ami. Il avait un ami qui était le gouverneur d'Abidjan, qu'on appelait Amon-Di. Je pense que des gens connaissent ce nom. Amon-Di. Donc Amon-Di était un ébrié. C'est un homme du sud. Et donc quand on dit le sud, Abidjan est pour les ébriés. Ils sont les autochtones de trucs, hein, de la capitale qu'on appelle Abidjan. Je vais vous démontrer quelque chose, vous allez comprendre. Laurent Gbagbo a appelé son ami qui est Amon-Di, parce qu'Amon-Di, viens, Amon-Di est du FPI, et il est le gouverneur du district d'Abidjan. Laurent Gbagbo l'appelle pour dire, ton village est attaqué, parce que Abidjan est considéré comme le village des ébriés. Donc Laurent Gbagbo l'appelle depuis l'Italie pour lui dire, ton village est attaqué. Amon-Di, fais tout pour me libérer Abidjan. Est-ce que vous comprenez? Parce que Laurent Gbagbo, n'ayant plus confiance à Mathias Doué, il confie la mission de la libération d'Abidjan à Amon-Di, qui lui est le gouverneur. Donc c'est lui qui dirige Abidjan. Là, il ne s'agit plus, hein, du gouvernement ivoirien de toute la Côte d'Ivoire. Mais il s'agit là de la libération de la capitale, qui était très importante. Parce qu'il ne fallait pas que les rebelles s'accaparent de la capitale. Donc la mission était... Donc suite à ça, Laurent Gbagbo confie cette mission à Amon-Di. Amon-Di, il voyait que dans le cercle sécuritaire de Laurent Gbagbo, c'était des gens de l'Ouest et tout. Et il a vu que non, ces gens de l'Ouest là, ils ont eu une grande légèreté. Et que s'ils restent là, Laurent Gbagbo risque de tomber. Est-ce que vous comprenez? Il risque de tomber. Son pouvoir risque de chuter. Qu'est-ce qu'il fait? Amon-Di dit à Laurent Gbagbo que lui, il va changer le chef d'état, le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, et qu'il veut mettre un sudiste qu'il peut contrôler. Laurent Gbagbo lui dit, fais tout ton possible pour libérer Abidjan. C'est ainsi que Amon-Di choisit le général Mangou Philippe. Il n'était pas encore général. Il lui dit, ton village est attaqué. Cherche-moi des gens pour libérer Abidjan. Et que dorénavant, tu es le chef d'état-major de l'armée. Et donc, les ébriés, tous les sudistes, place-les à des postes clés et tu me libères Abidjan immédiatement. Parce que je ne veux pas que les rebelles, les Soro-Guillaume prennent le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ils prennent le pouvoir à Abidjan. Donc, voici la première mission de Mangou Philippe. Et il promet à Amon-Di qu'il va libérer Abidjan et pour chasser les rebelles, pour les éloigner de là où les ébriés vivent. Car il s'agit là de leur village. Il ne peut pas accepter que quelqu'un qui vient de faire Kessédougou vienne faire la loi dans leur village, Abidjan. C'est ainsi que Mangou Philippe est nommé. Et Mathias Doué a été démis de ses fonctions. Quand Mangou Philippe a été nommé, il prend Kona Boniface, que vous connaissez. Il était le deuxième adjoint à Mangou Philippe. C'est-à-dire quand Mangou Philippe n'est pas là, c'est Kona Boniface qui gérait les actions de Mangou Philippe. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Donc je pense qu'il fait partie de la marine ivoirienne, Kona Boniface.
et tout. Et Magou Philippe a nommé des gens à des postes stratégiques. Il a pris des sudistes pour les nommer à des postes stratégiques parce qu'il les contrôle. Et il sait qu'il a confiance en eux. Et il leur a fait comprendre de ne pas trahir. Car il s'agit là de l'avenir des Hébreux. Et que si ces gens laissent les rebelles rentrer au sud, ils vont massacrer le peuple du sud, c'est-à-dire les Hébreux. Quoi? Ils vont massacrer le peuple du sud. Et ils ont promis à Magou qu'ils défendront le pays. Ils ne vont jamais céder d'un iota. Même, ils ne vont jamais se laisser corrompre. Ils ne vont jamais se laisser corrompre. Et qu'ils vont défendre le pays. Et suite à ça, Magou, c'est lui qui a libéré Abidjan. Il a pourchassé la rebelle jusqu'au niveau de Bouaké. Et c'est ainsi que la France s'est imposée. Pour créer deux Côte d'Ivoire. La France s'est imposée parce que les Français voyaient que Magou Philippe était déterminé à libérer le pays. Ils ont dit non, si on laisse celui-là, il risque de libérer le pays parce que ils connaissent les Tini Hébreux. Et Magou Philippe est capable de mobiliser des jeunes Hébreux, des jeunes du Sud, que ce soit les Aka et consorts, pour aller lancer une offensive vers le Nord. Donc les Français ont fait bloc, ils ont dit non. Voilà, ça c'est zone CNO, zone contrôlée par le gouvernement. Bon. Si les autres, les rebelles, veulent prendre le Nord, diviser la Côte d'Ivoire par deux, il faut diviser la Côte d'Ivoire par deux. Laurent Gbagbo n'a pas accepté. Ils ont dit ok, il n'y a pas de souci. Donc, suite à ça, Magou Philippe a demandé à Laurent Gbagbo de lui donner les moyens nécessaires d'acheter les armes pour libérer le pays. Laurent Gbagbo a dit à Magou Philippe que non, lui, il n'est pas venu par la violence et qu'il veut régler le problème par la diplomatie. Est-ce que vous comprenez? Il veut régler le problème par la diplomatie. Et que lui, il ne veut pas utiliser les armes pour libérer le pays. Il n'y a pas de souci. Magou Philippe n'a rien dit. Donc, depuis 2002, jusqu'à ce que 2010, 2011 arrive, Magou Philippe se plaignait tout le temps auprès de Laurent Gbagbo de donner des moyens militaires à l'armée ivoirienne. Laurent Gbagbo a dit non, avec les négociations, ça allait aller. Et c'est ainsi qu'il a nommé les Soro Diom au sein du gouvernement. Il leur donnait des milliards. C'est ce que Magou Philippe a dit. Il leur donnait des milliards pour les pousser à se détourner d'Alassane Ouattara. Il donnait des milliards à IB, les Ouattao et consorts, au Kone Zakaria, pour qu'ils tournent leur veste. Pour qu'ils tournent leur veste contre Alassane Ouattara. Mais ces gens-là, ils prenaient l'argent, ils bouffaient, et puis ils ne laissaient pas tomber Alassane Ouattara. Donc à un moment donné, Magou Philippe, c'est-à-dire les Hébreux de Côte d'Ivoire, ils étaient fâchés. Ils étaient fâchés. Ils ont dit, mais de la manière le président gère le pays, c'est pas comme ça que ça peut marcher. Il faut libérer le pays, il faut mater les rebelles. Mais Gbagbo, il était là joué. Tantôt négociation, tantôt il leur donnait l'argent pour leur demander de se détourner d'Alassane Ouattara. Et donc, sans prendre conscience, il était là à renforcer la rébellion. Parce qu'il rendait riches les rebelles. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait de donner de l'argent à des gens qui ont une idéologie, qui ont une idée arrêtée, leur objectif c'est de t'enlever au pouvoir. Pour ça, ils ont pris les armes. Ils ont combattu jusqu'à aujourd'hui. Tu dis non, tu penses que c'est par les négociations, toi tu vas les arrêter à ne pas t'enlever au pouvoir. Mais tout ce que tu feras, leur objectif au final c'est de te renverser. Et Gbagbo devait comprendre. Et Magou a rappelé à Laurent Gbagbo à 1000 reprises pour dire il ne faut pas donner de l'argent à ceux-là. Ceux-là, il faut régler leur cas par la violence. Je suis capable de mobiliser les gens du Sud. Donne-moi les moyens, je vais former les gens du Sud, je vais les mobiliser pour essayer de libérer le pays. Laurent Gbagbo a dit non, il va régler le problème par les négociations.
Donc, comme Mangou insistait tellement, Laurent Gbagbo, c'est-à-dire les gens de l'Ouest, les généraux de l'Ouest qui étaient autour de Laurent Gbagbo, ils ont dit, ah, méfie-toi de trucs comme Mangou. Faut pas lui donner les trucs, les moyens. Parce que peut-être il veut faire un coup d'État. Il veut t'enlever au pouvoir. Donc, il ne faut plus faire confiance à Philippe Mangou. C'est ainsi que les Dogbo Blé ont pris position et Gbagbo les a nommés en tant que commandant de la garde républicaine. Et donc, Laurent Gbagbo, quand il achetait des armes, il ne montrait pas ces armes-là à Philippe Mangou. Il ne montrait pas ça au chef d'état-major de l'armée. Ces armes étaient dissimulées partout. C'était les gens de l'Ouest qui géraient les armes. Mangou n'avait plus accès à ça. Et donc, Laurent Gbagbo n'avait pas confiance en lui. À un moment donné, au moment où les rebelles commençaient à prendre les villes, Mangou est allé voir Laurent Gbagbo pour lui faire comprendre que de la manière que tu gères la situation, ça ne me plaît pas. Parce que ce sont des choses que les gens ne disent pas. Mangou a fait comprendre à Laurent Gbagbo que de la manière que tu gères la situation, ça ne me plaît pas. Si tu ne peux pas gérer la situation, laisse la situation aux militaires. On va régler ça. On va affronter les rebelles, mais il faudrait que les militaires prennent le pouvoir pour libérer le pays et organiser les élections. Toi, Gbagbo, et les autres, ils vont se présenter et lui qui va gagner, il va remporter la victoire. Les gens de l'Ouest ont dit non, il ne faut pas donner le pouvoir à Mangou. Parce que si tu lui donnes le pouvoir, c'est fini. Tu ne peux plus jamais revenir au pouvoir. Mangou a fait comprendre à Laurent Gbagbo que non, c'est une situation qu'il ne faut pas laisser les rebelles arriver au sud. Parce qu'au sud, c'est son village. Abidjan, c'est le village des trucs, des ébriers. Et lui, il ne veut pas voir une bataille dans la capitale. Est-ce que vous comprenez pourquoi Mangou n'a pas participé à la crise? Il dit qu'il ne veut pas voir une bataille à Abidjan. Et que la bataille doit se passer en dehors d'Abidjan. Est-ce que vous avez compris? Et qu'une bataille qui se passerait à Abidjan, ça risque de faire couler le sang des Hébriers. Et les Hébriers, en dehors d'Abidjan, ils vont aller où? Il n'y a que la mer, il n'y a que la lagune. Donc, ils ne savent pas où aller. Et donc, il a dit à Laurent Gbagbo, ne laisse pas les rebelles prendre les villes. Il faut les empêcher. Il faut mener la bataille au loin d'Abidjan. Et si tu ne peux pas le faire, laisse l'armée gérer le pays. Laurent Gbagbo a dit non. Laissez-les venir auprès d'Abidjan. Et c'est à Abidjan, la bataille va se passer. Et on va les repousser. Mangou était fâché et il est parti. Parce que son président, lui qui est le chef d'état-major, lorsqu'il montre sa vision militaire au président de la République, le président ne l'écoute pas. Au contraire, le président écoute d'autres. Les Dogbo Blé, les trucs Gbagbo Fossi, c'est ceux-là que Gbagbo écoutait. Or, leur vision militaire, n'était pas les bonnes visions. Eux, ils ont dit non. Eux, ils ont dit non, leur vision c'était de laisser les rebelles s'approcher d'Abidjan. Après, ils vont libérer Abidjan. Mais il faut être truc. Il ne faut pas être intelligent pour dire ces genre de choses. Parce qu'ils savent que si les rebelles arrivent auprès d'Abidjan, ces gens-là pour les repousser, ça va être difficile. Parce qu'ils étaient conscients que les rebelles n'étaient pas seuls. Les rebelles, ils étaient accompagnés par Ecomog, par l'ONUCI et par l'armée française. Donc c'est des gens, il ne fallait pas laisser s'approcher même de la capitale. La bataille devrait se passer au niveau de Bouaké, au niveau des autres villes. Il ne fallait même pas les laisser arriver à Yamoussoukro. Mais Laurent Gbagbo, il a vu autrement. C'est suite à ça qu'il a envoyé Blé Goudé pour aller croiser Philippe Mangou, là où il était. Pour que Blé Goudé pose des questions à Philippe Mangou. Gbagbo a envoyé Blé Goudé pour qu'il demande à Philippe Mangou quelle est la vision de Philippe Mangou. Car les gens disent qu'il a perdu et qu'il n'a qu'à quitter le pouvoir. Philippe Mangou dit quoi? En retour, Philippe Mangou lui a dit, monsieur le président, quittez le pouvoir parce que cette guerre, on a déjà perdu cette guerre. Il a été clair. Il lui a fait comprendre de quitter le pouvoir. Parce que la guerre est déjà perdue, puisque les rebelles encerclent déjà Abidjan. Donc, Mangou lui a dit, je ne veux pas qu'il y ait une bataille à Abidjan. Parce qu'Abidjan, c'est chez moi.
Abidjan, c'est chez les Hébrieux. Je ne veux pas qu'Abidjan soit détruite. Je ne veux pas que les Hébrieux soient tués dans leur propre village. Et donc, la bataille est déjà perdue. Monsieur le Président, quittez le pouvoir. Voilà comment on dit Magou Philippe a trahi Laurent Gbagbo. Si c'est vous là, comment vous allez réfléchir? Tu parles à quelqu'un pour dire non, il ne faut pas laisser les gens là s'approcher. Parce que s'ils s'approchent trop, je ne vais plus mener la bataille. Je veux que les choses se passent ailleurs. Et le président dit non, 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 non. Je ne vais pas laisser les trucs s'approcher. Mais une bataille qui est déjà perdue, en tant que général, tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas encore envoyer tes éléments au front? Est-ce que tu vas laisser ta population, ton ethnie mourir? Non. Voilà comment Magou Philippe est allé se mettre à l'abri avec sa femme dans une ambassade. Mais étant là-bas, il dirigeait encore les opérations. Puisque c'est lui qui avait pris Kona Boniface pour le nommer. Et donc, il était tout le temps en liaison avec Kona Boniface. En tant que chef d'état-major, il devrait se protéger et coordonner les opérations depuis son lieu de cachette. Donc, Kona Boniface était en contact avec Philippe Magou et Philippe Magou lui disait ce qu'il devrait faire. Et donc, Kona Boniface, il était sur le terrain avec les éléments, avec les autres militaires, les gendarmes, et il combattait sur le terrain. Quand Magou voyait que la situation était déjà perdue, il a demandé à Kona Boniface de quitter le pays, de rentrer au Ghana. C'est ainsi que Kona Boniface a fui pour aller au Ghana. Est-ce que vous comprenez? Magou, après, il allait s'asseoir dans son village. Vers Lokodro, à côté, village, il n'a pas quitté le pays. Il n'a pas quitté le pays. Donc, Alassane Ouattara, il n'a pas voulu arrêter Philippe Magou parce que Philippe Magou, dans tous les cas, il a été quand même chef d'état-major, il a des contacts au sein de l'armée ivoirienne. Et donc, on l'a arrêté comme ça. Ça peut encore susciter des choses au sein de l'armée. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Magou, ok, il n'y a pas de souci. Demande à tes éléments de baisser les armes. En retour, je ne vais pas t'arrêter. En retour, je vais te nommer comme ambassadeur. Magou étant fonctionnaire d'État. Parce qu'avant d'être chef d'état-major, c'est quelqu'un qui est fonctionnaire, il travaille, donc il est fonctionnaire. Tout militaire, tout policier, tout gendarme, ce sont des fonctionnaires. Il faudrait que les gens le sachent. Donc, il a accepté d'être ambassadeur au Gabon. Pourquoi Alassane l'envoie au Gabon et puis il ne le laisse pas au pays? Parce qu'il doute de lui toujours. Il se dit Magou peut faire un coup d'état contre lui pour organiser les élections et permettre à Laurent Gbagbo de revenir au pouvoir. Et donc, par crainte, il dit à Magou, écoute, toi là, tu vas aller au Gabon, au loin là-bas. Il ne faut pas rester en Côte d'Ivoire. Kona Boniface, qui était un élément de Philippe Magou, que Philippe Magou avait nommé, qui était parti au Ghana, comme tous les autres Ivoiriens. Alassane Ouattara n'a pas voulu qu'il reste au Ghana. Il a tout fait, il a convaincu, il dit non, il faut revenir. Voilà, je ne vais rien te faire. Parce que Kona Boniface s'est pas rallié dès les premières heures. Non, 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 non. Il a combattu jusqu'au bout. C'est vers la fin où ça n'allait pas là, il a fui pour aller au Ghana. Et c'est là-bas, le régime d'Alassane Ouattara a négocié avec lui pour dire non, reviens au pays, on ne va pas te faire quoi que ce soit. Parce qu'ils avaient peur que ce dernier reste à l'étranger et cherchait des gens, c'est-à-dire les gens du Sud, pour créer une rébellion depuis le Ghana. Puisqu'il était le deuxième. Après Magou, c'est Kona Boniface qui était là. Il était le chef d'état-major adjoint de l'armée ivoirienne. Donc quand Magou est absent, c'est Kona Boniface qui gérait les opérations. Donc Alassane Ouattara, il comprenait l'enjeu. Il se disait, mais Kona Boniface, là, je ne vais pas le laisser en dehors du pays. Il faudrait qu'il revienne au pays. Et pour rassurer les autres militaires, il n'est pas question de l'arrêter pour le mettre en prison. Ainsi que les autres militaires qui ont fui, ils allaient revenir au pays, ou bien ceux qui ne voulaient pas se rallier, qui étaient partis dans les villages lointains pour se cacher, ils allaient rentrer petit à petit. Et donc, c'est ainsi que Kona Boniface est rentré au pays. Il est rentré au pays. Et donc, voici ce qui s'est passé réellement. Voici ce qui s'est passé réellement. Donc, Philippe Magou ne pouvait pas demander à ses éléments de se battre jusqu'au bout, sachant bel et bien qu'il connaissait les armes que Laurent Gbagbo avait, puisque les armes dont il avait connaissance
Ce n'étaient pas des hommes qui étaient assez puissantes. Ce n'étaient pas des hommes qui étaient nombreuses parce que les autres hommes, Laurent Gbagbo, avaient confié ça aux autres commandants, aux autres généraux de l'armée ivoirienne. Et ces généraux-là n'ont pas montré ça à Mangou. Donc, Mangou, en tant que chef d'état-major, il connaissait la force de l'armée ivoirienne. Il savait que non, avec tout ceci, ce qui se passait à Abidjan, c'était plus la peine de continuer la bataille. Et que l'armée ivoirienne allait perdre. Donc, voilà comment ça s'est passé. Mangou n'a pas trahi Gbagbo. Même à la CPI, il allait là-bas pour témoigner. Mais est-ce qu'il a vendu Laurent Gbagbo? Non. Au contraire, il a défendu Gbagbo. Il dit que Gbagbo n'a jamais donné d'ordre pour qu'on tue qui que ce soit. Donc, malgré cela, à la CPI même, il a défendu Gbagbo. Il a défendu Gbagbo à la CPI et tout. Donc, le problème, nous les Ivoiriens là, c'est les gens de l'Ouest. Mangou savait que les Soro s'agitaient, les rebelles, les Ouattao s'agitaient parce que Laurent Gbagbo était faible. Il était très faible. Et donc, eux, ils savaient qu'en mettant les pressions, Laurent Gbagbo allait céder. Est-ce que vous comprenez? Ils savaient que Gbagbo allait céder. Chaque pression qui allait être exercée sur Laurent Gbagbo, il allait concéder. Il allait céder. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont envoyé dans les négociations. À chaque fois, Gbagbo cédait. Gbagbo cédait. Les militaires lui disaient non. Il faut passer à l'acte supérieur. Il faut mater ces gens-là. Gbagbo disait non, non, non. Et donc, c'est lui qui a fait qu'il a perdu son pouvoir. Personne ne l'a trahi. Il s'est trahi lui-même. Il faudrait que ça soit clair. Donc, Philippe Mangou n'a pas trahi Gbagbo. Il n'a pas trahi Gbagbo. Pourquoi le second mandat de Laurent Gbagbo? Ils se sont pressés de l'enlever au pouvoir. C'est quand Laurent Gbagbo a nommé Akengbo, qui est du Sud. Et comme Henri Konan Bédié, il sait que les gens du Sud, ils sont aussi à Caen. Il connaît leur mentalité. Il sait comment ces gens-là, ils sont. C'est-à-dire les ébriers, les trucs. Il sait comment les gens-là sont. Et donc, s'il laissait Laurent Gbagbo pendant 1 an à gérer, ils savent que Akengbo, c'est un intellectuel. C'est quelqu'un qui est visionnaire, un grand économiste. Et donc, s'il laissait Laurent Gbagbo 1 an, ça allait permettre au Akengbo, c'est-à-dire un ébrier, qui est premier ministre, chef d'état-major, qui est aussi ébrié, qui est Mangou, c'est comme si le pouvoir revenait aux ébriers. Et donc, tous les ébriers du Sud, tous les acteurs allaient être motivés pour soutenir le pouvoir de Laurent Gbagbo. Quand Bédi a vu ça, il a dit à Alassane, dis à la France d'accélérer les choses. Il faut enlever Gbagbo au pouvoir le plus tôt possible. Parce que si on laisse ceux-là, les choses peuvent tourner mal. Ils peuvent consolider leur pouvoir, recruter beaucoup de trucs, de jeunes, les former, les armer. Et ça va devenir autre chose. On ne peut plus. Et les Hébreux, ce sont des guerriers. Donc, pour éviter cela, il faut immédiatement partir à l'offensive. C'est ainsi que les choses ont commencé à s'accélérer. Ils n'ont même pas permis à Laurent Gbagbo et à Akengbo de former bien leur gouvernement, de fortifier leur gouvernement, de donner le plein pouvoir. À Philippe Mangou, lui donner les armes nécessaires pour défendre le pays. Et ils ont accéléré les choses. Voilà comment ça s'est passé. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, quand vous voyez là-bas, les Hébreux là, vous les voyez, on les nomme à des postes stratégiques à Abidjan? Non, 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 non. On ne les nomme pas à des postes stratégiques. C'est Begré Mambé, lui il est RDR. C'est lui seulement, il est hébreu. Mais en dehors de Begré Mambé, depuis autant d'Oufoué jusqu'à aujourd'hui, avez-vous déjà vu un hébreu pour dire il est le DG du port autonome d'Abidjan? Un hébreu ministre de la Défense. Non, 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 non. Ils ne font pas ça. Ils font très attention parce qu'ils savent que c'est un peuple qui est révolutionnaire et Abidjan est pour les Hébreux. Ils évitent que les Hébreux aient les grands postes stratégiques pour ne pas que ceux-là se révoltent demain contre les colons pour dire non, c'est chez nous, pâté, ceci, cela. Donc, ils font tout pour éviter que les Hébreux aient le pouvoir d'achat en Côte d'Ivoire. Parce qu'un peuple qui a le pouvoir d'achat, c'est un peuple qui est influent. Donc, ils font tout pour éviter que ce peuple ait le pouvoir d'achat en Côte d'Ivoire. Voilà comment ça se passe depuis autant d'Oufoué jusqu'à aujourd'hui. Donc, Gbagbo a quitté le pouvoir, c'est lui-même. Avez-vous déjà vu Gbagbo dire Mangou m'a trahi? Avez-vous déjà vu même les gens qui sont autour de Gbagbo là?
Les Kone Katina, les Damana Pika qui parlent. Avez-vous déjà vu cela dire Mangou nous a trahis? Ils n'ont jamais parlé de Mangou. Ils disent Bleu Goudé les a trahis, mais ils n'ont jamais dit Mangou nous a trahis. Parce qu'ils savent ce qui s'est passé. Babo sait ce qui s'est passé. Hein? Babo sait ce qui s'est passé. Mangou sait ce qui s'est passé. Donc, on doit à un moment donné mettre un peu d'eau dans notre Nyamakugi. Est-ce que vous comprenez? Babo a trop joué avec son pouvoir. Il est tombé. Voilà, ça fait mal. Mais c'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait. Il n'a pas joué franc jeu. Babo, il n'a pas joué franc jeu en fait. Voilà, parce que quand ta population te donne le pouvoir, c'est parce que ta population te fait confiance. Elle te donne le pouvoir pour que tu puisses la défendre. Au cas où, je dis au cas où, pour que tu puisses défendre ta population sur tous les fronts. Le front économique, militaire, politique, médical, sur tous les fronts. Éducatif et tout. Mais on donne le pouvoir à Laurent Gbagbo et il joue avec le pouvoir. Les Doué Mathias, ils devraient même chasser Doué Mathias depuis fort longtemps. Dès lors que 2001, tentative de coup d'État, ça a échoué. Et Doué Mathias n'a pas été capable de faire quoi que ce soit. Il devrait même démettre Doué Mathias de ses fonctions. Mais non, il a laissé. Il a laissé continuer. Il a fallu que 19 septembre 2002, il y ait un grand coup. C'est là maintenant ses yeux s'ouvrent. Il regarde parmi les généraux de l'Ouest. Il ne fait pas confiance à qui que ce soit. Il demande à Mondi qui est brillé. Il dit, ah, mon frère, ton village est attaqué à Abidjan. Parce qu'Abidjan est considéré comme le village des Hébriers. Il dit, défends ton village. Cherche-moi un militaire capable de libérer Abidjan. C'est comme ça, truc. L'autre, Amadi, il prend Mangou et puis il lui confie cette tâche. Mais Mangou a rempli sa tâche. Est-ce que depuis que Mangou était chef d'état-major de l'armée ivoirienne, 2002, avez-vous vu les Watao perturber encore le sud d'Abidjan? Avez-vous vu les rebelles attaquer Abidjan? Avez-vous vu les Soroguem attaquer Abidjan? Non, 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 ils ne se sont plus jamais appris à Abidjan. Parce que Mangou a verrouillé partout. Mangou avait verrouillé partout. Viens. Viens manger. Donc, Mangou avait verrouillé Abidjan. Mangou avait verrouillé Abidjan. Mais c'est en 2011, tout est gâté. Quand Laurent Gbagbo a dit non, laissez-les, ils vont s'approcher d'Abidjan. Mangou a dit non, matons-les en dehors des trucs. Il a dit non, 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 bon, écoute, quand c'est comme ça, quand tu vois que lui que tu défends, tu as une vision, lui aussi il a une autre vision. Comme si c'est lui qui était truc. Bon, même s'il est le chef suprême de l'armée, mais c'est l'armée qui va au front. Ce sont les militaires qui meurent dès les premières heures. Donc, quand un militaire te dit, ah, voici ce qu'on doit faire, il faut l'écouter. Faut pas dire aux militaires non. Laurent Gbagbo pouvait, dans tous les cas, il n'allait pas être condamné. Puisque ce n'est pas lui qui allait prendre les décisions. Il allait confier la tâche aux militaires pour dire, prenez toutes les décisions pour libérer le pays. Donc, s'il y avait un crime contre l'humanité, ils n'allaient même pas voir un décret de Laurent Gbagbo donnant l'ordre aux militaires pour dire allez-y tuer telle personne, telle personne. Vous n'avez pas vu Poutine? Quand on lui pose la question, il dit non, le problème militaire, là, ce sont les militaires qui gèrent ça en Ukraine. Lui, il ne se mêle pas de ça. Si les militaires ont besoin des moyens, il lui demande les moyens et puis lui, il leur donne. Mais leur stratégie, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est décision, ce sont les militaires qui prennent. Parce que c'est eux qui sont là-bas, ils savent ce qu'ils doivent faire pour faire avancer les choses. C'est clair. C'est clair. Donc, quand c'est difficile, il faut confier les tâches aux militaires, ils vont gérer la situation. Mais quand tu es faible, et que tes adversaires savent que tu es faible, mais ils vont profiter de ta faiblesse pour atteindre leurs objectifs. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Et ce que vous ne savez pas, chaque année, Laurent Gbagbo donnait 800 millions à chaque parti politique. Est-ce que vous le savez?
Le RDR avait 800 millions. Le FPI avait 800 millions. Le PDCI avait 800 millions. Et Simone Gbagbo a demandé à ses fans qui prennent de créer un parti politique. Et son parti politique qu'il avait créé, Laurent Gbagbo lui versait 400 millions par an. Donc, tu ne peux pas dire que tu combats une rébellion. En même temps, tu dis, ah, c'est le RDR qui est caché derrière la rébellion. Mais tu donnes 800 millions au RDR chaque année. Donc, depuis 2002 jusqu'en 2010, il a payé 800 millions au RDR. Mais quand c'est comme ça, tu les renforces. Tu leur donnes de l'argent. Donc, ils peuvent recruter des soldats, ils peuvent payer des armes et puis t'affronter. Tu les as nommés ministres, des hauts gradés au sein de l'armée. Les Watao, ils étaient gradés des grands commandants, des trucs comme des Kone Zakaria. Tout ceci, les solos ministres. Mais non seulement ils allaient voler l'État, ils allaient piller. Et tu leur as donné l'argent. Donc, tu as renforcé leur pouvoir. Et tu t'attends. Hein? Tu pensais que quoi? Ils allaient te caresser. Non, ils t'ont agressé, ils t'ont enlevé au pouvoir. Parce que tu n'as pas écouté tes généraux. Tu as préféré écouter les gens de ta région que d'écouter celui qui t'a sauvé dès les premières heures quand tu étais en Italie. Philippe Mangou qui t'avait sauvé, tu n'as pas préféré l'écouter. Parce que des gens t'ont dit non, non, il est dangereux, ceci, cela. Mais si Philippe Mangou voulait faire coup d'état contre Laurent Gbagbo, il l'aurait fait, non? Il était chef d'état-major. Hein? Il pouvait faire coup d'état. Mais non, il n'a pas fait coup d'état. Un chef d'état-major qui veut faire coup d'état, il ne vient pas voir le président pour dire, ah, monsieur le président, j'aimerais que, voilà, tu me donnes la liberté d'agir et mater les rebelles. Donc, une liberté d'agir, c'est-à-dire, il voulait que Laurent Gbagbo soit là comme décor. Il est là comme président, mais en bas, c'est le chef d'état-major qui prend les décisions pour la libération du pays. C'est ce que Philippe Mangou voulait. Mais non, ils n'ont pas voulu lui donner ce pouvoir-là. Voilà, c'est ça le problème. Donc, parce que je ne vois pas vos commentaires, je ne saurais pas comment répondre. Si je voyais vos commentaires, j'allais répondre. Donc, voilà un peu la situation. Pour ceux qui diront non, Philippe Mangou est traître, non, il n'a jamais été traître. Et comme au Gabon, Alassane Ouattara voyait que non, il n'était pas trop rassuré. En étant au Gabon, il pouvait encore formater des coups d'État. Il lui a dit non, va en Allemagne. Va très loin, va en Allemagne, tu vas être ambassadeur là-bas. Comme ça, chez les Européens, voilà, il ne peut pas les écouter au téléphonique et tout. Il sait que voilà, il travaille avec les services de renseignement européens et tout. Donc si Philippe Mangou veut faire quoi que ce soit, ils vont intercepter ça, ils vont lui dire à ton général que tu nous envoies ici, vraiment il est là, fait un coup contre toi. Et Ouattara va le savoir. Mais au Gabon là-bas, il est capable de recruter des gens vite fait et faire n'importe quoi. Donc Ouattara l'a éloigné. Donc voici ce qui s'est passé. Sinon les Kassaraté, les Philippe Mangou, ils n'ont pas trahi Gbagbo. Quand tu trahis quelqu'un là, tu fais tout pour témoigner contre lui, pour l'enfermer. Mais à la CPI, ils n'ont pas témoigné contre lui. C'est comme les sembles africains. Eux, ils étaient des témoins à charge. Mais quand ils sont partis là-bas, est-ce qu'ils ont témoigné contre Gbagbo? Non. Ils ont témoigné pour le libérer. C'est ça aussi la stratégie. Quand tu aimes quelqu'un, là où on dit, bon, ils vont condamner la personne, ou les personnes qui ont des versions à charge pour condamner la personne, tu dis, bon, écoutez, moi, je connais des dossiers sur lui. Permettez-moi, je vais témoigner contre lui. Donc, tes ennemis, les ennemis de ton client, ils vont dire, ah voilà, c'était son gars sûr. Si lui là, il va là-bas, son témoignage, ils vont prendre ça en compte. Mais dès que tu vas là-bas, eux, ils attendent à ce que tu cloues le bec à ton ancien compagnon. Ils t'attendent à ce que tu témoignes, tu casses les papas pour qu'on le condamne. Mais arrivé là-bas, tu dis autre chose qui le libère. Eux tous, ils sont étonnés. Ils disent, il nous attend. Mais il n'a pas dit, il connaissait des papous, il allait faire truc pour qu'on le condamne. Mais il s'en va là-bas, il dit rien de bon. Il dit non, le monsieur est bon. Il nous a trahi, il nous a trahi. Voilà. Donc Philippe Mangou, arrivé à la CPI, il n'a pas trahi Gbagbo. Au contraire, il a témoigné. Il dit Gbagbo n'a jamais donné d'ordre. Mais imaginons qu'il disait que Laurent Gbagbo avait donné des ordres. Et que c'était des ordres non signés. Mais des ordres, trucs verbaux. Pour assassiner des gens. Mais c'était fini. Mais il n'a jamais dit que Laurent Gbagbo a donné. Il dit non, il n'a jamais donné d'ordre. Les Kassaraté ont dit que Gbagbo n'a pas donné d'ordre. Tous
ils ont témoigné contre. Les sembles africains sont partis, ils ont témoigné. Ils ont dit non, Gbagbo n'a pas fait quoi que ce soit. Et donc, c'est ceux-là qui ont libéré Gbagbo. Parce que la CPI attendait tellement la version du chef d'état-major de l'armée, les Philippe Mangou, leur version, ça allait compter. Et s'ils voulaient condamner Laurent Gbagbo, mais ils allaient s'attendre. Les Kassaraté, les trucs comme Mangou, ils allaient parler d'une seule voix. Pour dire non, tel jour, Gbagbo nous a donné des ordres. Donc, une personne, deux, trois personnes qui disent la même version, qui confirment la même version. Mais écoutez, les gens allaient prendre ça au sérieux, en compte. Mais non, arrivé là-bas, ils ont dit le contraire de ce que tous les Ivoiriens pensaient qu'ils allaient dire. Ah, c'était pour condamner Gbagbo. Donc, on peut critiquer Philippe Mangou, mais à un moment donné, sachant raison garder, le monsieur a pris une bonne décision. Gbagbo a trop joué. Il a joué avec le pouvoir, il n'a pas su gérer le pouvoir, il a fait n'importe quoi. Mais quand tu fais n'importe quoi, tu payes sa cash. C'est clair. On peut pas mener un combat qu'on a déjà perdu. Quand tu sais que tu ne peux pas gagner, à quoi bon d'affronter? Il faut être dans la ville, il faut être clair, il faut dire la vérité. Philippe Mangou a dit la vérité à Gbagbo. Il lui a dit qu'il faut démissionner parce qu'on a déjà perdu la bataille. Là où il nous entoure, là. Et puis, il y a Ecomago, l'ONU, l'armée française et les rebelles, on ne peut pas gagner. Quitte le pouvoir. Donc, ça, je donne raison à Philippe Mangou. S'il ne voulait pas quitter le pouvoir, il fallait qu'il lutte avec les rebelles en dehors d'Abidjan. Il devrait lutter avec eux en dehors d'Abidjan. Donc, voilà un peu. Si on se laisse, c'était l'incontournable guerre compris. Voilà, résonance partout. Voilà, voilà. Donc, vous-même, vous comprenez qu'il a mal géré la crise. Hein? Grâce à Philippe Mangou, Gbagbo a tenu de 2002 jusqu'en 2011, quand même. Un chef d'état-major qui trahit son président. Mais il y a longtemps, il aurait déjà fait un coup d'état contre Gbagbo. Maintenant, il n'a pas fait un coup d'état contre lui. Et pendant qu'il était chef d'état-major, les rebelles ne se sont plus hasardés dans le sud pour dire non, ils vont tenter leur petit coup d'état. Au contraire, le pays était divisé en deux. Parce que Philippe Mangou avait tracé une ligne rouge. Et il a fait comprendre à Laurent Gbagbo, si jamais les rebelles traversaient cette ligne rouge pour attaquer la partie où le gouvernement ivoirien contrôle, il allait lancer une offensive militaire contre eux. Gbagbo a dit non, il faut arranger tout par la diplomatie. Toujours il s'opposait à la vision de Philippe Mangou, qui voulait en découdre avec les rebelles. Gbagbo s'opposait. Et puis les rebelles le faisaient balader dans tous les sens. Limas Makoussi, Accra 1, les généraux ils sont montés, c'est-à-dire eux ils sont prêts à en découdre. Gbagbo donne les moyens militaires, on va en découdre avec les rebelles. Gbagbo dit non, diplomatie, diplomatie. Voilà où diplomatie l'a mené à la CPI. Il a eu la chance, il s'est retourné. Donc à un moment donné, quand tu parles à ton président qui ne veut pas t'écouter, mais écoute. Mais tu dis bon, faites ce que vous voulez faire. Moi, je ne vais pas combattre. C'est clair. C'est un être humain, c'est pas parce qu'il est chef d'état-major qu'il va risquer sa vie. Il sait que tout le monde est à Abidjan. Tous les généraux, ils sont à Abidjan. Et puis il laisse les rebelles s'approcher d'Abidjan. Parce qu'il leur demande de ne pas mener de combat. Ça fait que les villes tombaient comme des mouches. Les rebelles progressaient. Mais quand ils ont lancé leur offensive, c'est comme s'il n'y avait pas d'armée en Côte d'Ivoire. Ça veut dire toutes ces années-là, depuis 2002, jusqu'à Laurent Gbagbo n'a pas pris le temps de former son armée, préparer son armée. Mais 2002 jusqu'en 2011, il y a eu combien d'années? Combien de jeunes qui sont en Côte d'Ivoire? Ils pouvaient mettre un système sur pied en Côte d'Ivoire, un système éducatif pour dire chaque jeune allait avoir une formation militaire. Mais quand tu attaques, c'est comme ça, tu réagis. Dans les pays là, dans les autres pays, c'est comme ça. Au cas où il y a un problème, tu sais que chaque jeune a déjà reçu une formation militaire. Tous les jeunes, ils vont faire une mobilisation générale, ils sont prêts en découdre. Chacun sait tirer, chacun sait ce que c'est que, voilà la guerre. Mais c'est comme ça on met les choses en place. Israël le fait. Voilà le truc, l'Estonie qui a mis ça sur pied. Mais dans les grands pays, ils font ça. Même en Russie, ils font ça. Aux États-Unis, les gens, ils font ça. Dans les écoles,
À bas âge, les gens, ils forment déjà, académiquement parlant, les gens, ils forment les enfants. Comment tirer? Et quand tu es un peu jeune, avant de travailler à la fonction publique, tu dois connaître ce que c'est que... Hein? Ce que c'est que truc... être militaire. On t'apprend à utiliser les armes, on t'apprend la technique de guerre. C'est suite à ça que tu fais 1 an. Après les 1 an, tu peux travailler. Si tu veux devenir professeur, tu veux devenir instituteur, tu veux devenir quoi que ce soit, ministre, tout n'engage que toi. Mais, tu dois savoir combattre. Laurent Gbagbo pouvait mettre ce système sur pied. Ce qui allait permettre aux Ivoiriens d'être prêts. Que ce soit Ivoirien du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, au centre, à Tia, tout le monde allait savoir, allait connaître le maniement des armes. Et il allait payer des armes jusqu'à armer la Côte d'Ivoire jusqu'aux dents. Même embargo, pas embargo, il allait trouver des voies et moyens pour armer la Côte d'Ivoire jusqu'aux dents. Quand ça allait se déclencher, c'est pas ce que l'Ukraine fait, mobilisation générale. Donc les Ivoiriens allaient se mobiliser. Quand c'est comme ça, les Français allaient reculer. Quand c'est comme ça, là, quand c'est comme ça, les Français allaient reculer. Ils vont, et comment vous-même allez dire, face à 10 millions de trucs, de personnes, une armée de 10 millions, non, nous ne voulons pas nous azader là-bas. Une armée de 10 millions de gens qui sont armés, jusqu'aux dents, ils sont 10 millions, ils sont prêts à combattre pour leur leader. Vous pensez qu'ils vont aller là-bas pour verser le sang de 10 millions d'individus? Non, ils n'allaient pas aller là-bas. Même pour lancer offensive, ils allaient réfléchir 2 fois. Mais Laurent Gbagbo n'a pas fait ça. L'armée ivoirienne était au nombre de combien même? Combien d'individus? Si on était trop nombreux là, c'était 20 000 personnes. 20 000. Ou bien 30 000. Dans les 30 000, là, il y a des traites. Des gens qui ont démissionné, qui ont fui. D'autres ne voulaient pas combattre. Ils étaient neutres. Et ceux qui combattaient, s'ils étaient trop nombreux, peut-être c'était 10 000 personnes. Dans ça, là, tu veux gagner guerre. Face à une coalition armée, ECOMOG, l'ONU, et puis truc en France. Tu veux gagner guerre là. Mais ton chef d'état-major a la raison. Il dit non, c'est déjà perdu, monsieur le président, démissionné. Voilà, on peut pas gagner. On ne peut pas. Il voit la situation, c'est un général. Il calcule, il voit, il dit non, on ne peut pas gagner. Ce n'est pas la peine de faire la guerre. Ce n'est pas la peine, on a déjà perdu, il faut démissionner. Maintenant, si le président ne veut pas démissionner, lui, il dit, moi, je ne peux pas faire une telle guerre. Je prends mes enfants, je me mets à l'abri, c'est tout. Maintenant, vous qui voulez faire là, les Coran Boniface, vous voulez faire, ok, il n'y a pas de souci. Si je suis dans mon coin, mais je vais te donner les instructions. Je vais te dire ce que tu peux faire. Et il a fait ce qu'il pouvait faire. Il voyait que non, ce n'était pas la peine. Il dit, mon frère, la situation que je vois là, quitte le pays, il faut te chercher. L'autre aussi, il s'est cherché. C'est comme ça. Ciao, bonne nuit à vous.